17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'Actu Autrement, votre nouvelle émission débat qui débriefe chaque vendredi les événements marquants qui agitent notre société. Et au sommaire de ce soir, le voile, blogueuse culinaire, représentante étudiante, la visibilité des femmes portant un foulard déclenche polémique et polarise le débat, provocation pour certains, laïcité pour d'autres, on en parle dans un instant. Et puis nous reviendrons sur ce sondage glaçant. 55% des Français sont pour le retour de la peine de mort, 39 ans après son abolition. Pourquoi ce sondage pose question ? Nous sommes vendredi 18 septembre 2020, vous êtes à l'écoute de l'Actu Autrement, c'est parti. 17h, 19h, l'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Nos invités au micro de ce soir, un énarque et un entrepreneur, Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national, bonsoir. Bonsoir. Et Aziz Seni, entrepreneur et membre de la direction du MEDEF. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour rappel des faits, je vous le disais dans le sommaire, le voile s'est encore invité dans le débat médiatique et politique. BFM Business diffuse le 11 septembre la vidéo d'Iman, blogueuse culinaire sur les réseaux sociaux. Échelon 7, c'est cette page animée par la jeune femme. Elle s'adresse aux boursiers et aux étudiants dans la précarité en leur proposant des recettes pas chères. La vidéo est-elle retweetée par la journaliste du Figaro et d'LCI, Judith Ventraube, avec juste la date du 11 septembre, associant ainsi la jeune femme au terrorisme. Hier, c'est la présence de la porte-parole du syndicat étudiant UNEF, Myriam Pougetou, qui a posé problème. Invitée par la commission parlementaire sur le Covid et la jeunesse, la députée LREM Anne-Christine Lang indique qu'au cœur de la démocratie où règnent les valeurs de la République, dont la laïcité, elle ne peut accepter qu'il y ait une personne présente avec un hijab devant une commission d'enquête. Depuis, le Palais Bourbon a répondu en expliquant qu'il n'y a aucune infraction au règlement. Après la polémique sur une accompagnatrice scolaire avec Julien Audoul du Rassemblement national, cette députée a-t-elle voulu faire le buzz ? On en parle immédiatement avec Monsieur Messia. Écoutez, moi j'ai toujours beaucoup de mal lorsque, au nom de la laïcité, des gens font montre de leurs croyances religieuses publiquement, les revendiquent publiquement et les affichent publiquement. Je pense que la laïcité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a une séparation entre le fait religieux et l'État, ça ne veut pas dire qu'on est contre le fait religieux. Bien sûr que chacun a le droit d'avoir sa croyance et la République française reconnaît tous les cultes et toutes les croyances. En revanche, les croyances doivent rester du domaine de l'intime. Je pense que, pour répondre directement à votre question, effectivement, nous avons une attitude de provocation de la part d'une minorité de personnes qui sont effectivement, que je considère comme extrémistes et qui entendent, si vous voulez, occuper l'espace public. Je viens d'un pays, l'Égypte, qui, dans les années 60, ressemblait beaucoup au Caire, par exemple, à Paris, dans les modes de vie, etc. Et pourtant, c'est un pays musulman. Les femmes étaient très peu voilées. Il n'y avait pas cette ostentation religieuse dans l'espace public. Et on s'aperçoit que malheureusement, quelques dizaines d'années plus tard, tout cela a changé. Donc la question que je pose, c'est que quand on me dit que la pratique de l'islam rend indispensable le fait de se voiler, le fait d'avoir un certain nombre de comportements ostentatoires dans l'espace public, moi j'ai juste une question à poser. Comment se fait-il qu'en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, il y a 50 ans, les femmes étaient occidentalisées, libres, respectées, etc. Et comment se fait-il que 50 ans après, les mêmes, parce que c'est des musulmans toujours, les mêmes nous expliquent qu'il faut se voiler, qu'il faut affirmer son identité religieuse dans l'espace public. Oui, là, au final, vous soulevez un problème social. Je termine juste mon propos. Donc, de deux choses l'une, si vous voulez. Où on nous explique aujourd'hui que les mères et les grands-mères des jeunes filles voilées qui ne l'étaient pas étaient de plus mauvaises musulmanes, ou alors, il y a quelque chose, on a réécrit le Coran entre-temps pour rendre obligatoire les signes ostentatoires religieux dans l'espace public. Oui, mais là, vous vous positionnez en théologien. Vous êtes en train d'expliquer qui est bon musulman ou pas bon musulman. Pas du tout. Ça pose une question de liberté. Les gens expriment leurs croyances ou pratiquent leur foi de la manière dont ils l'entendent. Tout à fait, mais de la manière... Vous écoutez, on n'a pas le non, sentiment. Mais bien sûr, mais les gens expriment leur foi de la manière dont ils l'entendent, mais on n'est pas dans un désert. Il y a un cadre national, identitaire, culturel. C'est la loi.
Le cadre, c'est la loi. La laïcité explique qu'on a la liberté de culte et la liberté de conscience dans la mesure où il n'y a pas d'ordre. Oui, mais Madame Améziane, vous comprenez très bien qu'un pays, une identité nationale ne se réduit pas à la loi. Oui, non, mais il n'y a pas d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il n'y a pas d'ordre. En fait, si je vais, par exemple... Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, on est bien d'accord. D'accord, mais je vais vous expliquer juste la différence. Si je vais au Maroc, d'accord, la loi ne m'interdit pas de m'habiller en croisée. Je peux m'habiller en croisée au Maroc et déambuler dans les rues de la Casbah, etc., en croisée. La loi ne me protégera pas parce qu'il y a une identité du pays qui fait qu'un tel accoutrement est vécu par l'identité du pays comme une provocation. Je peux encore moins me présenter devant une assemblée marocaine habillé en croisée. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez, il y a la tenue vestimentaire et sa compatibilité avec le cadre légal, je suis d'accord avec vous, mais plus globalement que cela, la France, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme l'Égypte, ce sont des pays on a une identité... Alors, vous acceptez le principe de liberté, mais vous aimeriez que ces jeunes femmes, en fait, par décence ou respect à l'égard d'une identité que vous semblez définir, qu'elles le retirent, en fait ? Exactement, parce que si vous voulez, le problème c'est que moi je comprends. Est-ce qu'on n'est pas sur le début du totalitarisme ? Non, pas du tout. Moi, attendez, je comprends tout à fait que il y a des gens qui veulent aller plus loin dans l'application de leur religion, qui veulent se voiler, qui veulent voir lorsqu'ils font le Ramadan par exemple, qui veulent que l'environnement dans lequel ils pratiquent le Ramadan soit beaucoup plus confortable, qu'il n'y ait pas des gens qui mangent à côté d'eux. Ça, je comprends tout à fait. Mais je dis juste que la France, c'est pas ça. Vous comprenez ? Alors c'est quoi la France ? La France, il y a une identité, mais on ne peut pas poser cette question comme ça. C'est comme si je vous disais c'est quoi l'Algérie ou c'est quoi le Maroc. La France a un art de vivre, effectivement. On a une culture qui est à la fois, grecque, romaine, judéo-chrétienne. Non, c'est un peu nos valeurs républicaines. La liberté en fait de conscience, le fait d'être pro-choix, le fait d'être féministe, de permettre aux femmes de choisir ce qu'elles le souhaitent, de se mettre en mini-jupe ou de porter un voile. Est-ce que c'est pas ça ? Tout à fait, mais sauf que le voile, si vous voulez, c'est pas un bout de tissu, c'est un bout de charia. Voilà. On a une femme peut très bien être. Moi, je connais plein de femmes, je connais plein de couples musulmans et d'amis musulmans et musulmanes. Parmi ces amis-là, les femmes qui sont pourtant pratiquantes ne se voilent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est des plus mauvaises musulmanes ? Mais non, ça, c'est votre interprétation. Non, mais d'accord. En tout cas, moi, ce que je vous dis. Est-ce que cette jeune femme Iman qui donne des conseils culinaires a expliqué que celles qui ne le portaient pas n'étaient pas des bonnes musulmanes ? Vous savez très bien qu'elle n'a pas fait que ça. Quand vous allez voir un petit peu son histoire, elle a quand même envoyé des kits de tapis de prière, etc. Non. Elle traîne quand même un certain nombre de casseroles. Vous irez vérifier sur. Voilà. Mais vous savez très bien. Justement, donc n'escamotez pas une partie de la réalité parce que c'est une présentation qui n'est pas très honnête de la réalité. Donc aujourd'hui, une jeune femme qui porterait le voile et qui, dans sa foi, déciderait de préparer des kits pour le Ramadan ou des kits pour les musulmans qui n'auraient pas les moyens de se les offrir, ce serait immédiatement une salafiste. Non, mais le problème. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, parce que le problème, si vous voulez, c'est que l'islam est à la fois une religion, mais c'est aussi une identité culturelle et nationale. C'est la Oumma. L'islam est à la fois une verticalité, c'est-à-dire un rapport avec Dieu, mais il y a aussi un code pénal, civil, familial, etc. Alors quand on pose la question, est-ce que cet islam-là, à la fois vertical et horizontal, est compatible avec la République ? Ma réponse est très claire. L'islam vertical est compatible avec la République. Vous avez le droit d'aller à la mosquée, de pratiquer votre religion chez vous dans l'intimité. Il n'y a aucun problème. C'est au même titre que les juifs ou les chrétiens ou les bouddhistes. En revanche, dans le côté horizontal, c'est-à-dire que prétendre par exemple régler les questions d'héritage, les questions d'égalité homme-femme, etc. Pour vous, c'est politique. Oui, parce que alors on me dit oui, mais pourquoi les juifs, par exemple, les rabbins portent le voile pour vous, c'est politique. Ces femmes-là, quand elles portent le voile, elles décident d'être dans une vision politique de l'islam. Porter le voile, c'est une revendication à la fois politique et identitaire qui est incompatible avec la République et incompatible avec la France. Avec votre vision de la République, pas avec la loi de laïcité. Mais c'est moi qui parle, c'est pas un autre. On est bien d'accord. Aziz Seni, qui est très sage depuis tout à l'heure, vous avez écouté l'exposé de Jean Messia sur sa vision de la République, et en tout cas sur cette vision de l'islam politique, où des femmes qui porteraient le voile seraient au final dans une vision très radicale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai écouté deux Jean Messia. J'ai écouté le Cheikh Abou Messia, qui nous a fait une description de sa perception de l'islam d'un point de vue théologique et croyance. Là, je le laisse à sa. On peut avoir une culture générale d'une religion. Par contre, c'est sur l'approche. Moi, ce que j'ai vu d'abord avec cette jeune femme, c'est d'abord une entrepreneure.
Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a pris une initiative, qui a constaté un manque sur un marché et qui se dit comment je peux répondre à des clients, à des gens qui ont des besoins. Donc c'est d'abord la liberté d'entreprendre. Ce que j'ai vu, c'est aussi la liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, je suis un libéral, profondément libéral. On a beaucoup d'hommes qui parlent du sujet qui concerne d'abord les femmes. Mais moi, j'ai pas envie de m'immiscer dans la tenue vestimentaire des uns ou des autres. Vous avez bien tort. Non, vous avez bien tort. Mais quel pays aujourd'hui décide du choix des femmes, si ce n'est les pays totalitaires, les pays que vous dénoncez comme en Iran Je vais finir, parce que y a plein de choses dans ce que dit Jean Messia. Quand il compare avec le Maroc ou avec l'Algérie, d'abord, la Casbah, c'est à Alger, c'est pas à Casablanca ou au Maroc. Donc, juste pour un petit point de précision. La comparaison, j'aurais aimé que vous compariez avec... parce que j'ai une haute estime de la France, comparé avec des pays en voie de développement, c'est pas très flatteur pour la France. Mais comparé avec les États-Unis, comparé avec la Norvège, vous êtes bien dédaigneux. L'Allemagne, vous êtes bien comparé dédaigneux. avec l'Australie, vous êtes bien dédaigneux vis-à-vis. Attendez, et voyez cette liberté que les gens ont. C'est pas notre modèle. C'est pas notre modèle. La liberté, c'est le premier mot. C'est pas notre modèle. Non, excusez-moi. Liberté, égalité, fraternité. Il est écrit sur les frontons et dans nos valeurs, liberté. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Non, mais alors, cette femme, vous l'associez donc comme la journaliste au terrorisme ? Ah non, j'irai pas jusque-là. Parce que c'est l'association qui a été faite, le fait de remettre le... Je vais vous dire, vous savez, l'histoire... D'abord, je n'aime pas beaucoup votre regard légèrement dédaigneux sur les pays du Maghreb. Je vous rappelle quand même que notre audience aujourd'hui, et c'est quand même des gens issus, pour beaucoup, issus de l'immigration. Donc je ne ferai pas comme vous pour les insulter, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, mais ce sont des Français qui nous écoutent, encore une fois, vous trompez. Non, mais attendez, mais... Allez-y. Non, mais ce sont des Français, bien sûr, mais ce sont des Français qui ont des origines comme moi. Ce sont des Français qui ont des origines comme moi. Donc, moi, je n'aimerais pas que vous me disiez que l'Égypte est un pays arriéré et attardé avec lequel il ne faut pas se comparer. Vous avez valorisé l'Égypte tout à l'heure parce que j'ai entendu que Le Caire et Paris étaient sur le même piédestal dans les années 60. Non, c'est très intéressant. J'ai parlé de l'identité. J'ai dit qu'à l'époque, effectivement, la plupart des femmes, notamment dans les universités françaises, étaient habillées comme à la Sorbonne. Ouais. Voilà. Et à l'époque, attendez, je vais juste finir parce qu'il faut bien reprendre la manière dont les choses se passent. À l'époque, dans les années 60, dans les pays arabes, vous aviez aussi des syndicats d'étudiants de gauche qui laissaient entrer les premières femmes voilées dans l'université en disant « il faut les accepter, il faut les accueillir, ça s'appelle la liberté ». Le problème, c'est que ces femmes-là sont devenues aujourd'hui majoritaires dans ces universités-là. Aujourd'hui, à l'université du Caire, c'est quasiment une université du Golfe. C'est-à-dire que les femmes sont soit voilées, soit en niqab. Eh bien, rendez-vous compte que si maintenant, une femme veut arriver en mini-jupe dans l'université du Caire, elle est jetée dehors, elle est traitée de tous les noms. Le débat, là, parce qu'on parle de l'Égypte, on parle du Maroc, mais là... Mais Madame Améziane, attendez, je termine. Une interprétation de la loi de 1905 qui est très personnelle. Ah non, c'est... Parce que vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes un énarque, vous avez... C'est gentil, merci, je prends ça comme un compliment. Je vous renvoie à Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905. C'est quoi la laïcité aujourd'hui d'un point de vue juridique ? Aristide Briand n'en avait que le nom. C'est encore une fois on va vous laisser mettre vos propos. Enfin, je suis désolé. Vous avez une vision dévoyée de la laïcité dans sa pratique. C'est vous. La laïcité, ce n'est pas la négation des cultes. J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit au début ? De la coexistence des cultes. Qu'une jeune femme puisse choisir. Bien sûr qu'il faut se surveiller et savoir si c'est pas imposé. Mais si c'est un choix, au nom de quoi, vous, monsieur Messia, ou d'autres, puissent arriver et dire non, tu ne t'habilleras pas comme ça. C'est rarement un choix ? C'est rarement en effet un choix. D'où vous tenez ça ? Regardez, attendez, j'ai quand même vécu dans un pays où je vois quand même un peu comment les choses se passent. On parle de la France. Oui, mais la France, justement... On parle de la France. Les femmes voilées en France... Le problème, non mais attendez, madame... Non, c'est pas ça, c'est qu'elles sont conditionnées. Pour beaucoup, c'est-à-dire on leur apprend à porter le voile enfant ou ado. C'est leurs parents, leur famille, etc. Alors, donc évidemment, quand vous expliquez à une fille de 5 ans que le fait qu'elle soit sans voile, c'est un objet libidineux, c'est un objet si elle est regardée, elle ira dans les flammes de l'enfer, arrivée à 18 ou 19 ans, évidemment, elles vont... Caroline Fourès, qui est quand même assez proche de vos idées, explique que l'écrasante majorité des femmes portent le voile de leur propre initiative. Non mais attendez, je parle d'un... Alors attendez, justement, vous ne m'avez pas laissé finir. Je disais qu'il y a, dans un cas, effectivement, il s'agit de conditionnement. Dans l'autre cas, le problème, c'est que nous avons, et ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, depuis une quarantaine d'années, la France est gouvernée par un système qui nie farouchement l'existence d'une identité nationale française spécifique.
C'est-à-dire qu'on nous explique que la France, c'est un désert identitaire dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, parlant n'importe quelle langue, se comportant n'importe comment, peut être français. Et on a naturalisé à tire-larigot des gens sans vérifier même qu'ils parlent français. Donc aujourd'hui, on vous dit ces gens-là sont français. Cette jeune femme parle français, s'exprime très bien, est intelligente, elle est étudiante, elle est dans son crous, elle décide d'aider les personnes, et immédiatement, vous souhaitez en tout cas expliquer qu'elle renie l'identité française. Oui, j'ai plutôt l'impression qu'elle la met. Elle la renie parce que, excusez-moi de dire les choses... Avec sa solidarité. Excusez-moi de dire les choses brutalement, mais en France, on ne s'habille pas comme ça. Voilà. Ça ne fait pas partie du mode vestimentaire français. C'est le peuple. C'est la culture. C'est Jean Messia. Mais attendez, c'est la culture. C'est la culture. Non, mais la loi l'autorise. Mais ok, mais encore une fois, oui, la loi l'autorise, mais on peut pas l'interdire. Voilà, donc le on, c'est Jean Messia. Non, c'est pas la France. Bah si, parce que si vous arriviez en France il y a 30 ou 40 ans, les femmes n'étaient pas habillées comme ça. Il y a quand même un peuple historique et une identité française qui existe, qui ne peut pas être niée. De Gaulle a dit la France c'est moi, Messia a dit la France c'est moi. Vous n'êtes pas encore majoritaire dans ce pays. Je dis encore, vous voyez, vous n'êtes pas encore majoritaire. Donc un peu de modestie, il y a une partie de la population qui pense que vous dites, et ce sont vos électeurs et vous avez raison de le dire. Par contre, le visage de la France, ce que Malraux appelait le visage de la France... Le visage de la France, il n'est pas voilé. Mais Marianne, sur ses statues, elle a un bonnet sur la tête. Donc elle n'est pas totalement découverte. Et le bonnet, c'est quoi? C'est un bonnet chrétien? C'est un bonnet phrygien. Voilà, donc c'est pas chrétien, c'est pas religieux. C'est pas religieux. Mais par contre, monsieur Messia, vous ne pouvez pas, et ce qui m'inquiète dans vos propos, c'est cette négation de la législation et de la loi. Vous dites, oui, bien sûr... Attendez, j'ai le droit d'avoir un avis, non? Oui, mais laissez-moi finir. Il est presque anti-républicain, parfois. Vous dites, oui, la loi, c'est comme ça, mais il n'y a pas de mais, c'est la loi de la République. Que vous ayez envie, demain, avec votre mouvement politique, de changer cette loi, c'est très bien, il faut le dire comme ça, il ne faut pas se cacher. Mais par contre, la loi, aujourd'hui, elle est claire, on peut s'habiller comme on veut. Il y a une liberté vestimentaire dans ce pays. Et moi, je ne suis ni pour ni contre le voile. Je suis pour la liberté de choix. Qu'on puisse laisser une jeune femme ou une senior s'habiller comme elle veut. Là où je trouve notre désaccord est profond, c'est sur votre volonté d'imposer une tenue. Vous êtes le pendant de ces mêmes extrémistes radicaux qui, eux, veulent imposer une autre tenue. Vous êtes les deux têtes de la même hydre, comme pour reprendre les mots du président. Je vais vous répondre. Moi, mon idée, c'est évidemment pas d'interdire. Moi, j'exprime un avis et j'exprime effectivement ce que nous ferions à travers la loi. D'ailleurs, je précise tout de suite qu'on ne pourra pas interdire les tenues vestimentaires dans l'espace public, mais on pourra par exemple l'interdire dans l'accès aux bâtiments publics, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une constitution française, un cadre constitutionnel. Une jeune femme qui irait à la mairie, par exemple, devra se dévoiler. Exactement. C'est ce que souhaite le Rassemblement national. En tout cas, c'est une idée. C'est pas la position officielle aujourd'hui, mais c'est une idée que j'ai. Alors, on est passé du si vous voulez, moi, j'ai pas du tout l'intention, si vous voulez, d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je dis que le voile n'est pas souhaitable, c'est parce qu'effectivement, les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent des particularismes... Excusez-moi, non, laissez-moi finir. Pas vous laisser dire ça. Je ne défends pas le voile, je défends la liberté de choix. Les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent la liberté de choix, qui défendent l'expression de particularisme religieux dans l'espace public, etc., sont ensuite les mêmes qui viennent se plaindre d'être stigmatisés, de ne pas trouver de boulot, de ne pas trouver d'appartement, etc. Le problème, il est là. C'est que si vous voulez arriver dans un pays et vous inclure à ce pays, il faut que vous gardiez vos particularismes pour vous et que vous n'en fassiez pas montre dans l'espace public. C'est dangereux ce que vous êtes en train de dire, monsieur Messia, parce que vous êtes en train de dire que si vous avez envie d'avoir un emploi et un logement, vous devriez ne rien montrer de ce que vous êtes, c'est-à-dire une part de votre identité, retirer votre voile. Dans l'espace public, mais ça, encore une fois, c'est pleinement interdit par la loi de discriminer une personne pour ses convictions religieuses, que ce soit pour un emploi ou un logement. Oui, mais sauf que là aussi, vous aimeriez changer la loi? Non, mais attendez, je réponds à ça parce que c'est très important. La loi, effectivement, c'est la liberté de faire ce que vous voulez, mais la loi, c'est aussi la liberté pour un employeur ou pour un propriétaire de louer à qui il veut ou d'embaucher qui il veut. Mais de ne pas refuser. Attention, parce que là, vous laissez faire croire. Vous laissez croire n'importe quoi. D'abord, vous laissez croire que les employeurs sont des discriminants, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des compétences et de la rentabilité. Laissez-moi aller au bout du raisonnement. Si je peux reprendre. Mais non, mais je vais vous répondre. Et vous aurez tout le loisir de me répondre. Ce que vous êtes en train de dire, et on va peut-être répéter pour les auditeurs, parce que c'est important. Un employeur, comme un propriétaire, n'a pas le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Mais il ne le fera pas.
Ce que vous venez de dire, c'est le contraire. Il le fera. Non, mais attendez. Il a le droit de choisir qui il souhaite, sur la base des compétences ou sur la base des revenus. Mais c'est pour ça que je vous dis que les choses ne se réduisent pas à la loi. C'est-à-dire qu'un propriétaire ou un employeur peut refuser quelqu'un qui affiche un particularisme sans lui écrire on vous embauche pas, on vous donne pas le logement parce que vous êtes ici. Ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que si une personne veut trouver un logement ou un travail, il faut qu'elle enlève son particularisme. Sous-entendu, il faut qu'elle enlève tout ce qui peut être visible sur sa religion. Je pense qu'elle aura plus de sens comme ça. Vous êtes en train de légitimer les discriminations, en fait. Je ne suis pas en train de légitimer les discriminations. Je suis juste en train de dire, mais on constate, vous constatez comme moi... On le constate tous, les questions de discrimination. Les questions de discrimination. Donc, il faut à un moment se poser la question du pourquoi. Donc le problème, ce n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui est discriminé. C'est lui qui s'auto-discrimine, parce que moi, je ne peux pas arriver... Donc, qu'est-ce que vous proposez, en fait, à un homme qui ne serait pas voilé, du coup? Non, mais attendez. Qui serait juste typé maghrébin, comme vous, messieurs. Faites penser, la comparaison... Comment on fait pour une personne qui est de couleur noire? La comparaison est un peu forte, mais vous me faites penser à ceux qui disent que dans les discriminations, que si une femme se fait violer, c'est bien fait pour elle. Elle avait qu'à avoir la bonne tenue. Là, vous êtes en train de justifier l'injustifiable. Vous expliquez que les discriminations, c'est du fait des victimes. Vous avez attaqué d'abord en première partie la liberté. Donc pour vous, la liberté vestimentaire, la liberté de choix, la liberté. Mais c'est pas une liberté vestimentaire. Le voile et le niqab et le hijab, c'est pas des libertés vestimentaires. Là, on parle du voile, on parle pas de niqab. Vous attaquez un deuxième pilier de la République, qui est celui de l'égalité. Là, vous êtes en train de justifier les inégalités et donc les discriminations. J'essaye d'expliquer pourquoi des gens qui cherchent un emploi et pourquoi des gens qui cherchent un logement ne les trouvent pas à raison de leur origine. Comment vous l'expliquez-vous? À raison d'employeurs qui discriminent, à raison de propriétaires qui discriminent. Non mais attendez, je vais vous donner un exemple simple et vous allez comprendre. Moi, je vais prendre mon exemple puisque moi je suis pas né français, d'accord? Donc je raisonne sur quelque chose que je connais plutôt bien, c'est-à-dire moi. Bon. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en m'appelant Hossam Messia, d'accord? Je suis resté Hossam Messia pendant 10 ans, 12 ans, où j'étais étranger. J'avais une carte de résident. Donc là, pas de problème. Je suis étranger, je me comporte comme un étranger, je vis mon particularisme parce qu'une carte de résident, c'est pas une carte permanente. C'est une carte de 10 ans. Et je n'appartiens pas légalement à vous avez la demandé communauté la nationale. naturalisation. J'ai demandé la naturalisation. La naturalisation est un acte extrêmement fort. Ça veut dire que je consens non seulement, comme vous semblez le croire, à avoir une carte comme un passe Navigo, mais à adhérer à une identité. Est-ce que ceux et pour qui cela, pas de nom, ils estiment que leur identité française je parle pas des autres. Là, je parle de moi. Donc, si vous voulez, quand on a la nationalité française, je vous rappelle quand même que le document officiel s'appelle carte nationale d'identité. Dans votre esprit, c'est qu'une carte à l'intérieur de laquelle on met n'importe quelle nation et n'importe quelle identité. Moi, je dis qu'il y a une identité nationale française spécifique, exactement comme les identités nationales au pluriel de tous les pays et de toutes les civilisations du monde. Donc ça veut dire qu'on devrait obliger tous les naturalisés à changer de nom. Mais on n'oblige rien du tout. Je veux dire, c'est un choix, c'est une liberté. Je veux dire simplement que plus celui qui demande la nationalité ou plus celui qui a des origines étrangères s'assimile à l'identité nationale du pays et à l'identité du peuple historique, moins il sera regardé comme une spécificité, moins il sera discriminé. Ça nous rappelle... Plus vous gardez vos spécificités, plus vous vous éloignez du peuple historique, plus le peuple historique vous accueillera moins. Monsieur Messia, ça nous rappelle un petit peu la polémique qu'avait créée Éric Zemmour avec la chroniqueuse sur le changement de nom. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, non, mais on a bien compris que vous n'aviez pas eu de problème à changer de prénom et en tout cas à adhérer à une nation en changeant de prénom pour s'assimiler. Voilà. Très bien. Mais le prénom que vos parents ont dû vous donner probablement avec amour... Non, ils ne l'ont pas donné avec amour? Non, ils l'ont donné parce que c'était dans le contexte de l'Égypte des années 70. Il y avait une guerre confessionnelle et on m'a donné un prénom qui ne me faisait pas me casser la gueule dans les cours de récréation. Et j'ai été baptisé avec le prénom Jean. C'est pour ça que je l'ai repris quand j'ai été naturalisé. Vos parents vous ont donné un prénom dans un contexte, mais la réalité... parce que le prénom, j'ai presque envie de dire, c'est le présent. Le futur, ça reste quand même votre nom de famille, mais si votre nom continue à se perpétrer. Exactement. Donc à quel moment en fait on commence et à quel moment on se termine? Est-ce que vous partagez le fait qu'il faudrait changer aussi le nom de famille pour à un moment donné s'intégrer encore plus? Parce que s'appeler Jean Cader ou s'appeler Rosa Méziane, est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour?
Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Yves Montand? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Henri Verneuil? Tous ces gens-là avaient des noms étrangers et pour s'assimiler à la nation française ou d'Henri Charpak, etc. S'appeler Iman ou s'appeler Mamadou, ça ne fait pas des bons Français. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons eu un système qui a d'abord abrogé le décret qui obligeait les gens qui rentraient dans la nationalité française à avoir un prénom dans le calendrier. Le système idéologique français a cultivé les identités, à ma question. les identités alternatives. C'est pas un bon français, un entrepreneur. Zinedine Zidane, ce serait pas un bon français? Non, mais maintenant, si vous voulez, tout ça, ce sont pas des prénoms français au sens historique du terme, mais ce sont des Français. Voilà. Mais des Français qui adhèrent à la nation, des Français qui sont des réussites. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que effectivement, si votre seule différence, c'est la différence de nom et de prénom, mais que par ailleurs vous adhérez pleinement, etc., il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement que c'est des cercles concentriques. Nous avons une identité nationale française qui a été forgée par l'histoire. Plus vous allez vous en rapprocher, moins vous allez subir de discrimination. Plus vous allez vous en éloigner, plus on va vous traiter comme quelqu'un de différent. C'est tout. J'écoute attentivement le débat entre Rosa Méziane et Monsieur Messiha. Vous voulez peut-être intervenir? C'est gentil. Voilà. Pour moi, assimilation, intégration, c'est des souvenirs en noir et blanc, c'est des débats d'avant-hier. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est aujourd'hui le débat? C'est entre ceux qui adhèrent à des valeurs de la République, à la loi, ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Les valeurs de la République, si vous ajoutez pas française, ça sert à rien. Sociale française, pour reprendre la déclaration. République française. Démocratique et sociale. Voilà. Donc, aujourd'hui, votre discours sur l'assimilation, que vous ayez votre conception d'une identité française, votre conception n'est pas celle de Malraux. Malraux disait, je considère comme français tous ceux qui veulent la grandeur de la France. Il n'a pas dit, je considère comme français tous ceux qui sont en short, en tongs, qui ont un vol ou qui n'en ont pas. Tous ceux qui veulent la grandeur de la France. Vous avez votre vision dans votre parti. Ça, c'est en noir et blanc, monsieur, ce que vous dites. Non, c'est pas Malraux, c'est en noir et blanc. Ne prenez pas mes vannes. Ne prenez pas mes vannes. Vous soyez un peu créatif. On laisse terminer Aziz. Vous sautez à pieds joints pour dire le contraire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez votre conception d'une identité. On retrouve tout ça dans l'histoire de l'idéologie de votre parti, de l'extrême droite, etc. De tous les Français. Aujourd'hui, le monde, il est autrement. Le visage de la France, il a changé. La France, aujourd'hui, en 2020, c'est pas la France des années 80, c'est pas la France d'avant-guerre. La France de mon grand-père, France de mon grand-père combattant et détenu en camp allemand, c'est pas la France d'Aziz Seni ou de mon fils demain. Donc il va falloir, monsieur Messia, que vous compreniez, vous êtes un conservateur, pour reprendre l'expression américaine, vous êtes un conservateur. Le monde avance et il avancera avec ou sans vous. Abdou Diouf, président sénégalais, disait on n'arrête pas les vagues de l'océan avec les mains. Il y a aujourd'hui une chose avec laquelle on peut être d'accord, c'est le respect de la République, de ses valeurs et de la loi. Le reste, c'est de l'idéologie et c'est du rejet de l'autre. Quand vous jugez quelqu'un à son apparence ou à sa tenue vestimentaire, vous êtes dans un jugement de valeur et vous êtes dans le rejet de l'autre. Si, monsieur, parce que cette étudiante, vous ne connaissez pas son histoire. Elle propose des choses intelligentes à un marché, elle fait une démarche, elle montre que une femme, elle montre qu'elle est musulmane. Elle montre surtout que des femmes aujourd'hui peuvent prendre leur place en tant qu'entrepreneurs. Et vous aujourd'hui, vous leur dites à ces femmes-là, restez à la maison, on veut pas vous voir. Je trouve ça. Mais qui vous a dit ça? Mais arrêtez. C'est un peu ça. Non mais buvez un coup là, je vous sens un peu tendu. J'ai jamais dit ça. Non mais pareil pour la syndicaliste étudiante, en tout cas la porte-parole de l'UNEF, elle a été élue. Elle n'est pas arrivée par hasard, cette jeune femme. Elle ne s'est pas imposée à l'Assemblée nationale. C'est bien ce que je vous dis, c'est que le système qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années est un système antinational de négation de l'identité française. C'est-à-dire que tous les étudiants en fait, ont décidé de nier l'identité française. Ils n'ont pas juste vu une jeune femme qui pouvait bien les représenter. Sur ce désert identitaire dont d'ailleurs Emmanuel Macron est l'ultime incarnation, fleurissent effectivement des identités alternatives qui n'ont rien à voir avec l'identité historique du pays. Au même titre que quand on vous voit, on voit un Français et pas un immigré égyptien. Vous pouvez pas vous dire que cette jeune femme, ils ont juste vu une personne pertinente qui pouvait défendre leurs intérêts plutôt que de voir une femme voilée. Je vous pose la question. Alors la question, je vais vous répondre. Demain, je vais aller en djellaba quelque part et on verra si les gens me considèrent comme un Français ou pas. Non mais là, on n'est pas sur un djellaba, on est sur une personne qui est habillée. Non mais la personne là, elle n'a pas une tenue traditionnelle. Elle est habillée à l'occidentale, si on doit faire des comparaisons. Non. Si, elle porte un tailleur vert. Elle porte un tailleur vert. Elle est habillée à l'occidentale, excusez-moi.
Le débat est toujours très animé sur l'assimilation en fait de cette jeune femme au terrorisme. Là, je parle de la jeune imam. Vous confirmez que pour vous, il y a une forme de représentation d'un islam politique, ou en tout cas d'un islam guerrier à travers ce voile? Exactement. Attendez, je préfère voir des femmes habillées comme vous qu'habillées comme elles, excusez-moi. Ah, mais vous vous êtes permis quand même de me traiter de Silicon Valley et d'agent de charme de l'islamisme. Donc comme quoi, c'était pour la boutade. C'était une blague, et puis vos prises de position... C'était sexiste. Vos prises de position à ce moment-là étaient pour le moins ambiguës. Mais on va pas parler de ça. Je constate simplement que mon contradicteur aujourd'hui s'acharne à m'appeler Messiha. D'accord? Moi, je l'ai pas appelé Aziz. Je l'ai appelé Aziz. Donc lui me considère encore comme un étranger en m'appelant avec la consonance étrangère. Moi, je l'appelle en prononçant son nom à la française. Voilà. Qu'est-ce que vous allez répondre? Il est mal là. Non, il est pas mal. C'est un point de détail dans l'histoire, dirait l'autre. Vous prononcez les H, c'est pour vous le fait de le renvoyer à son pays. Voilà, c'est ça. Mais c'est toute la. Non, mais c'est ce genre de petit détail de la victimisation, mais il le fait très bien. Non. Il est dans son rôle et il le fait très bien. Il se plaint. Nos auditeurs ne sont pas du tout. Vous confirmez du coup pour vous cette jeune femme quand elle arrive avec, au final toutes les jeunes femmes, si on vous écoute, il y a une forme d'identité politique ou en tout cas de vocation politique à travers ce voile. Et donc d'un islam guerrier et terroriste. Il y a une crispation. Si on peut juste écouter ce petit passage. Alors pour les arabophones qui nous écoutent, ça va peut-être être un petit peu plus simple. إلى أي مدى تميزون بين الإسلام والإرهاب يا سيد جون؟ إلى أي مدى تميزون بين الإرهاب؟ يعني عندنا ما فيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب، وده أنا قلت ذلك في أول الحديث. ما فيش أي علاقة، لأن إحنا ولذلك أنا يعني كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام، دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق الإسلام. أنت من أخطأت بالكلمة على كل الأحوال كان لابد من التصحيح. On vous laisse juste traduire, ce sont vos propres propos, oui. Vous êtes interviewé par la chaîne El Rada et on vous laisse expliquer juste ce petit passage. Il parle très bien l'arabe, mais il regrette qu'on utilise son nom. Non, pas du tout. Non, attendez. Il est interrogé par une chaîne arabe. Je le ferai pas, sinon je suis sur France 24 en arabe plein de fois. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, juste ce passage-là. Non, mais c'est important parce que juste avant, vous nous expliquez qu'à travers le voile, il y a une forme de prosélytisme islamique ou en tout cas d'un islam politique et d'un islam guerrier qui pourrait se rapprocher au terrorisme. Qu'est-ce que vous dites dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je dis en effet qu'il n'y a pas de relation immédiate et systématique entre le terrorisme et l'islam. Il n'y a pas d'immédiate et systématique dans le cas. Et à chaque fois qu'on dénonce le terrorisme, vous avez des gens qui vous disent « Ah bah oui, mais vous êtes contre l'islam », c'est pas de notre faute à ce moment-là, c'est la faute de ceux qui font l'amalgame de l'autre côté. Vous dites qu'il n'y a pas d'amalgame à avoir entre islam et terrorisme et que ceux qui le font commettent un crime à l'égard de l'islam. Exactement. Ce sont vos propos. Oui, mais je les maintiens. Le problème, c'est que mais c'est très bien. Sauf que ils font quand même complètement contradiction avec ce que vous nous dites juste avant. Pas du tout, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de discours de taquilla quelque part? Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.